Salam alaikum et bienvenue à vous tous et à vous toutes. Avant de passer à l'exemple de calcul du réseau de ventilation, je vais d'abord passer en revue une deuxième fois le cours, juste pour savoir la raison pour laquelle j'ai prévu chaque slide. Donc, on commence premièrement. Cette slide vous parle de l'importance qu'il faut tenir dans le bâtiment par rapport au réseau de climatisation et de ventilation, vu qu'il consomme plus que 64% de la facture d'électricité. Donc, après, on avait vu que les systèmes de climatisation ont but le chauffage, le refroidissement, la ventilation mécanique et éventuellement la déshumidification et l'humidification. On avait dit aussi que il y a trois sources d'énergie, calorifique et frigorifique. D'accord. Principalement, on a l'énergie électrique directe, c'est-à-dire par effet Joule, chauffage par effet Joule, qui coûte moins cher en termes d'investissement, en termes d'achat d'équipement, mais qui coûte trop cher en termes de consommation électrique. Celle qui se retrouve au milieu, entre les deux, c'est les combustibles, que ce soit le bois, le charbon, le fuyel, le gaz, avec toutes ces variantes. Donc, on a un investissement, un achat moyen et une consommation mensuelle qui est moyenne. En utilisant les sources extérieures, c'est-à-dire les sources aérothermiques ou bien les sources géothermiques, c'est-à-dire on va pomper l'énergie calorifique ou bien frigorifique depuis l'air extérieur vers l'intérieur ou bien depuis le sol, du soubassement, du sous-sol vers l'intérieur. Donc là, on a un investissement qui est plus important, un coût d'achat d'équipement plus important, mais la consommation mensuelle, elle est très très faible. Pourquoi? Parce que la source d'énergie, elle est, comme on dit, abondante. Et maintenant, moujuda. C'est pas une source qui est limitée. Slide suivante. Donc ici, on a distingué que les systèmes de CVC, on a les systèmes collectifs ou bien centralisés, on a les systèmes individuels et on a les systèmes qui font de la ventilation. Quand on dit système collectif, donc c'est juste la climatisation qui est collective, sans ventilation. Système individuel, c'est la climatisation qui est individuelle. Ici, le système de ventilation, on a la ventilation naturelle, simple flux, double flux, et la ventilation qui est couplée à un système de climatisation. C'est-à-dire, on a les deux. Donc là, c'est généralement avec ce qu'on appelle les centrales de traitement d'air. On va le voir dans les slides juste après. Comme vous pouvez voir ici, les systèmes centralisés, ici, il y a un résumé de tous les systèmes possibles qu'on retrouve communément sur le marché. On a ici un système centralisé en mauve ou bien en rose, plutôt en rose. Ici, c'est une chaudière qui va faire circuler ce qu'on dit un fluide caloporteur. C'est généralement de l'eau vers des ventiloconvecteurs. C'est ce qu'on appelle les unités intérieures. D'accord? La même chose, on a ici une pompe à chaleur, c'est le réseau en mauve qui fait circuler un fluide caloporteur. Dans ce cas aussi, c'est l'eau, d'accord, vers les ventiloconvecteurs. La pompe à chaleur ici peut produire de l'énergie calorifique comme elle peut produire de l'énergie frigorifique. Alors que la chaudière, elle ne fait que l'énergie calorifique, elle ne fait que le chauffage. D'accord? Il faut distinguer entre le fluide caloporteur qui part depuis la chaudière ou bien depuis la pompe à chaleur vers les unités intérieures et ce qu'on appelle le fluide frigorifique ou bien le fluide frigorigène, c'est-à-dire c'est le fluide qui est à l'intérieur de la pompe à chaleur. On n'a pas de fluide frigorigène dans la chaudière, on a un fluide frigorigène à l'intérieur de la pompe à chaleur. Ceci, je l'avais déjà bien mentionné au cours. Le fluide frigorigène, c'est lui qui assure le pompage de l'énergie depuis l'extérieur vers le fluide caloporteur, ou bien l'inverse.
parce que ce système-là, on dit que c'est un système RO. C'est une pompe à chaleur RO, c'est-à-dire qui transfère l'énergie entre l'air et l'eau. L'eau, c'est le fluide caloporteur. Après, l'eau va arriver vers les unités terminales qui sont les ventiloconvecteurs pour échanger via une batterie froide ou bien une batterie chaude avec l'air ambiant du local. Ceci, c'est pour les deux réseaux qui sont à droite. Pour le réseau qui est à gauche, on a un... Là, c'est ce qu'on appelle une ventilation double flux. La ventilation, elle est double flux. D'accord? Mais le traitement d'air, il est à simple flux. D'accord? Pourquoi? La ventilation, elle est double flux parce que on a un réseau qui souffle de l'air et un autre réseau qui extrait l'air. Ceci, on l'appelle une ventilation double flux. Une ventilation de soufflage et une ventilation d'extraction. Mais on n'a pas un traitement d'air. Là, c'est ce que j'entoure avec la souris, c'est la centrale de traitement d'air. La centrale de traitement d'air, elle ne traite que l'air qui est introduit. Donc la centrale de traitement d'air, c'est une centrale de traitement d'air à simple flux. La centrale de traitement d'air double flux qu'on va revoir dans les slides après, c'est une centrale qui va prendre l'air extrait et elle va le mettre en contact avec l'air neuf pour récupérer la chaleur. Quand on a une récupération de la chaleur, donc le traitement d'air il est à double flux. Quand on n'a pas de récupération de la chaleur, comme c'est le cas ici, donc la centrale de traitement d'air ici, elle est à simple flux. Mais la ventilation, elle, quant à elle, elle est à double flux. Il faut séparer entre les deux. D'accord? Donc là, on a un réseau de traitement d'air simple flux et on a une ventilation double flux. C'est-à-dire on a l'extraction et l'insufflation. Passons au slide suivant. C'est plutôt la même chose. Donc ici, on parle des systèmes centralisés, avantages et inconvénients. Donc je vous laisse lire ces deux éléments-là. De même pour ici. Alors pour les systèmes individuels, donc là c'est un schéma de système centralisé. C'est deux schémas de système centralisé. Donc on a plusieurs systèmes. Un premier système, deuxième système, troisième système. C'est des systèmes centralisés de climatisation. D'accord? Ici on a ce qu'on appelle un système individuel, c'est-à-dire chaque unité intérieure, elle a sa propre unité extérieure. Je répète, chaque unité intérieure, elle a sa propre unité extérieure. Dans les systèmes centralisés, non. On a deux unités intérieures, mais qui sont en contact avec la même unité extérieure. D'accord? Donc là, on a ce qu'on appelle un fluide caloporteur. Ici, on n'a pas de fluide caloporteur. On n'a que le fluide frigorigène. D'accord? Donc l'unité intérieure et l'unité extérieure, les deux combinés forment une petite pompe à chaleur. Une petite pompe à chaleur. C'est-à-dire on a juste un fluide frigorigène qui met en contact directement l'air extérieur vers l'air intérieur. D'accord? Soit on va pomper la chaleur depuis l'air intérieur vers l'air extérieur, ou bien l'inverse, en fonction de l'objectif. Est-ce qu'on cherche à climatiser, ou bien on cherche à chauffer. Donc, ici aussi, on a des inconvénients et des avantages. J'en passe. Les systèmes de ventilation. On a dit qu'il y en a assez. Donc, le premier système le plus standard, c'est la ventilation naturelle qui est réalisée plus ou moins gratuitement. Pourquoi? Parce qu'elle se base sur le principe du tirage thermique. C'est-à-dire que l'air chaud va vers le haut et l'air froid va vers le bas. D'accord? Donc elle est plus efficace dans certaines saisons que d'autres saisons. D'accord? Donc ici on prévoit des amenées d'air. D'accord? Et ici des extractions. Mais cette extraction va agir d'une façon naturelle. C'est-à-dire l'air chaud va
naturellement aller vers le haut, ce qui va créer ici une dépression. Cette dépression va causer que l'air va, un nouvel air va être introduit depuis l'amenée. Donc on a juste des amenées d'air avec l'extérieur et des grilles de transfert entre les locaux et des évacuations naturelles. D'accord? C'est ce qu'on appelle la ventilation naturelle. L'avantage principal de la ventilation naturelle, c'est qu'elle est gratuite en termes de consommation. D'accord? Et en termes d'investissement d'équipement, elle est pas très chère, elle n'est pas coûteuse. L'inconvénient, c'est qu'on ne contrôle ni le débit ni la pression. On n'a pas un contrôle ni de débit ni de pression. C'est la ventilation naturelle. On passe au deuxième type de ventilation, c'est la ventilation simple flux. C'est-à-dire qu'on va soit contrôler par un ventilateur l'extraction, ou bien on va contrôler le soufflage. C'est une des deux, pas les deux. Une des deux. Dans ce mode-là, on contrôle le débit. Soit le débit du soufflage, soit le débit d'extraction. Donc on le connaît précisément, c'est combien. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas d'idée sur la pression. On ne peut pas contrôler la pression. Alors pour le double flux, on contrôle à la fois le débit d'extraction et le débit de soufflage. Ceci nous permet, en plus du contrôle de débit, il permet de contrôler la pression. Si on introduit un débit de soufflage qui est supérieur au débit d'extraction, à ce moment-là, on aura une surpression. D'accord? On aura de l'air ici qui est, parce que ce premier va introduire beaucoup d'air et celui-là va le freiner. Donc ici, on aura une surpression. Alors que si on fait l'inverse, si on extrait plus que ce qu'on introduit, on aura une dépression. D'accord? On aura une dépression. Ceci nous permet de contrôler la différence de pression entre deux ou trois locaux. On a vu dans le cours comment on peut contrôler par le double flux la pression entre, par exemple, un bloc opératoire et le couloir adjacent pour éviter que accidentellement l'air vicié soit introduit vers le bloc opératoire. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le bloc opératoire en surpression par rapport au couloir adjacent. On va mettre le bloc opératoire en surpression par rapport au bloc opératoire. Comment on va permettre de faire ceci? C'est en ayant une introduction d'air avec un débit supérieur au débit d'extraction, ce qui va nous donner une surpression à l'intérieur. Alors que dans les couloirs, on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va prévoir un débit d'extraction qui est supérieur au débit de soufflage, ce qui va créer une dépression. Du coup, jamais on aura de l'air, même si les portes sont ouvertes entre le bloc opératoire et le couloir, jamais l'air ne va entrer depuis le couloir vers le bloc opératoire. Pourquoi? Parce que le bloc opératoire restera toujours en surpression par rapport au couloir adjacent. Donc en quelques mots, j'ai essayé de rappeler ce qu'on avait déjà vu. Je passe. Donc ici, on parle de la VMC, c'est-à-dire ventilation mécanique contrôlée avec un système de traitement d'air. Et là, on a les deux schémas qui différencient entre le système traitement d'air à double flux et le système traitement d'air à simple flux. Donc là, on a ce qu'on appelle une centrale de traitement d'air. Dans les deux cas qu'on voit ici, dans les deux images, on a une ventilation double flux. Dans les deux images, on a une ventilation double flux. Mais dans la figure en bas, on a une ventilation double flux, mais un système de traitement d'air simple flux, parce qu'on n'a pas de récupération. D'accord? On jette directement l'air vicié vers l'extérieur, alors que dans la figure en haut, on va récupérer l'énergie de l'air extrait avant de le refouler vers l'extérieur. D'accord? Via ce qu'on appelle un récupérateur.
de chaleur. On ne va récupérer que la chaleur. Je ne parle pas du mélange. Il y a des systèmes qui vont mélanger une partie. C'est aussi des systèmes double flux. Je parle de traitement d'air double flux. Mais dans les deux cas, c'est une ventilation double flux. D'accord? Allons-y. Donc là, on commence à donner des exemples d'équipement. Donc là, c'est un schéma de principe d'une chaudière. Comment on peut calculer son rendement. Les types d'émetteurs intérieurs, c'est-à-dire les unités intérieures, c'est soit un radiateur. Le radiateur, c'est juste un serpentin en cuivre pour mettre en contact l'air avec le fluide caloporteur, avec le fluide caloporteur. Le ventiloconvecteur, c'est comme un radiateur, mais il comprend aussi un petit ventilateur pour créer ce qu'on appelle de la convection forcée. D'accord? Au lieu de se contenter de la convection naturelle. Dans le cas des radiateurs, dans les ventiloconvecteurs, on ajoute un ventilateur pour avoir plus de contact et pour faciliter le transfert de la chaleur. Pour les plans s'échauffant, c'est les meilleurs systèmes. C'est des tuyaux en serpentin en cuivre qui vont être étalés et pendés dans la forme du carrelage ou bien dans la forme du revêtement en général et qui va permettre d'assurer une meilleure uniformité et répartition de la chaleur dans le local. Ici, on a le principe de la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, donc là, c'est le fluide. Ce qui circule ici, c'est le fluide frigorigène. Et ici, c'est le fluide caloporteur. D'accord? Ici, c'est le fluide frigorigène. Ici, c'est le fluide caloporteur. Le fluide frigorigène circule entre la source froide et la source chaude de la pompe à chaleur. Le fluide caloporteur, il est entre une des deux sources de la pompe à chaleur et il va vers les autres unités intérieures. D'accord? Pour distribuer. Mais dans le cas où on a une pompe à chaleur individuelle ou bien un climatiseur individuel, on n'a pas de fluide caloporteur. On a directement l'air vers l'air. Ici, c'est l'air vers l'eau. D'accord? On passe, ici, c'est les deux systèmes de pompe à chaleur. Il y a le pompe à chaleur à compresseur avec de l'électricité, les pompes à chaleur à absorption. D'accord? Donc, ce qui est à retenir ici, c'est ici, on a un compresseur qui va comprimer un fluide. Il va l'envoyer. Donc, le sens de compression, c'est le sens de transfert de la chaleur. Si on comprime à droite, donc la chaleur va partir d'à gauche vers la droite. Si on comprime vers l'inverse, c'est l'inverse. D'accord? Évaporateur, compresseur, condenseur, vanne de détente. C'est à retenir. Ici, le liquide en bas, il est en phase gazeuse. En haut, il est en phase liquide. Ici, on a un exemple d'une unité RR, d'une climatisation RR. Quand vous entendez à détente directe, ça veut dire RR. C'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'on n'a pas de fluide caloporteur, qu'on a directement un fluide frigorigène. Ici, c'est l'unité intérieure, ici, c'est l'unité extérieure. D'accord? Et on a le fluide frigorigène. On n'a pas de fluide caloporteur. C'est directement de l'air vers l'air. On n'a pas de l'air vers l'eau. Là, c'est le cas du split system usuel. Un autre type des unités RR, c'est comme des climatiseurs, c'est ce qu'on appelle les rooftops. Les rooftops, c'est quoi les rooftops? C'est une grande pompe à chaleur qui est liée à une centrale de traitement d'air, d'accord, qui va traiter l'air et l'envoyer directement, d'accord. Elle va traiter l'air et l'envoyer directement. On n'aura pas une unité extérieure, une unité intérieure, on va avoir juste une unité extérieure qui va traiter l'air et le rejeter vers le local. Généralement, les rooftops, ou bien comme on appelle les CTA RR, ils sont utilisés pour les grandes salles de conférence. Un autre exemple d'unité RO, c'est ce qu'on appelle les packs réversibles. On a les packs réversibles et on a les groupes d'eau glacée. Les groupes d'eau glacée, c'est les pompes à chaleur qui ne font que le refroidissement. Ils ne font que le refroidissement. Les pompes à chaleur réversibles, c'est les pompes à chaleur qui font les deux. Ils font le refroidissement et le chauffage. Ici, le mode froid et ici, le mode chaud. Donc, pour pouvoir changer le sens de compression, on va utiliser une vanne à 4 voies. Cette vanne à 4 voies, elle permet de changer le sens.
ici, on va pomper vers l'intérieur, dans ce sens-là. Et si on change le sens de la 24 voies, on va pomper vers l'extérieur. D'accord? Vous voyez le sens de pompage du compresseur. Passons. Ici, alors pour le rendement des pompes à chaleur et des groupes de glacés et les climatiseurs, etc., on utilise les deux coefficients principaux, le coefficient EER et le coefficient COP. Le coefficient EER, c'est le rendement énergétique en refroidissement. Le COP, c'est le rendement énergétique en chauffage. Ceci veut dire combien d'énergie on reçoit de refroidissement par rapport à la puissance électrique qui est consommée, d'accord, ou bien absorbée. Le EER et le COP, ils sont en général plus que 1, supérieur à 1. Pourquoi? Parce que l'énergie de refroidissement ne vient pas de l'énergie électrique, elle vient du milieu extérieur. La même chose pour le COP. C'est le milieu extérieur qui refroidit. C'est pas l'énergie électrique. L'énergie électrique, elle est là juste pour faire marcher ce compresseur. L'énergie électrique pour faire marcher le compresseur. Mais l'échange, c'est entre l'intérieur et l'extérieur. D'accord? C'est pourquoi le EER et le COP, ils sont toujours supérieurs à 1. Donc ici, des valeurs minimales de COP et EER, d'accord, pour les packs inférieurs à 20 kW de puissance. Quelques types de ventilateurs qu'on utilise en climatisation, en ventilation. Quelques types de grands extracteurs qu'on utilise dans la ventilation aussi. On utilise soit des caissons, d'accord, qui sont parallélépèdes, soit des tourelles qui sont coniques. C'est la même chose, c'est en fonction du prix, c'est tout. Donc quand on parle du réseau hydraulique, c'est le réseau caloporteur, c'est-à-dire l'eau chaude ou bien l'eau glacée. C'est le réseau caloporteur, l'eau chaude ou bien l'eau glacée, d'accord. Ici, en fonction de l'intervalle de température, il doit être isolé thermiquement, d'accord. Là, c'est les épaisseurs minimales d'isolation. Généralement, on utilise de la laine de verre, d'accord, ou bien du polystyrène. C'est une couverture noire qu'on va mettre autour des gaines ou bien des conduits du réseau hydraulique, c'est-à-dire le réseau d'eau caloporteur, ou bien de l'eau chaude ou bien de l'eau froide. Le réseau aérolique, c'est le réseau de la ventilation qu'on va avoir dans les CTA ou bien dans les systèmes de ventilation normaux. D'accord? Ils doivent être aussi isolés thermiquement, d'accord? Par de la laine de verre ou bien par du polystyrène. Mais qu'est-ce qu'on va isoler? On ne va isoler que le réseau aérolique. On ne va pas isoler tout le réseau aérolique, mais principalement le réseau aérolique dont on ne veut pas perdre son énergie, d'accord? Comme le réseau aérolique entre une CTA et le local qu'il va chauffer. Entre une CTA et le local qu'il va chauffer, on doit mettre de l'isolation autour des conduits. Je vais revenir en haut vers le schéma du double flux et simple flux en traitement d'air pour vous expliquer. Alors ici, où est-ce qu'on aura besoin de l'isolation? Ici, on aura besoin de l'isolation en amont, en aval de la CTA, parce qu'ici on ne veut pas perdre l'énergie qu'on a investie. On a chauffé ou bien refroidi, on ne veut pas perdre l'énergie. Donc ici on doit isoler cette gaine là. Mais avant ça ne sert à rien d'isoler. D'accord? Et après aussi, dans l'extraction, ça ne sert à rien d'isoler, parce que l'air va, en tout cas, va être refoulé vers l'extérieur. Alors que dans les CTA à double flux, on aura besoin d'isoler cette partie-là, d'accord, pour éviter une perte des charges thermiques. Et on aura besoin aussi d'isoler l'extraction. Pourquoi? Pour avoir une meilleure récupération, parce qu'on va récupérer l'énergie après. Et vers la sortie, c'est pas besoin évidemment d'isoler. Mais sur ce point-là, ici, et tout au long de ce conduit-là, on doit absolument isoler. Mais après, les réseaux à gauche du récupérateur, c'est pas la peine de les isoler parce que ça sert à rien. D'accord? C'est le point d'isolation. Vers la fin, j'ai ouvert une petite parenthèse relative à la régulation, mais vu le temps, c'est pas la peine d'y insister dessus.
Donc là, c'est la première partie liée à une petite révision, une petite lecture du cours diagonal. Et dans la deuxième vidéo, bien dans la suite, je vais passer à l'exemple de calcul du petit réseau de climatisation.